C'est le bon moment, c'est la dernière table ronde. En vrai, c'est pas une table ronde, c'est une conversation avec des femmes et des hommes qui ont déjà exploré et qui cherchent encore un peu plus à explorer. Vous avez vu le panel, vous avez une spationaute, vous avez un mérien. Jacques Rougerie, c'est un mérien, c'est pas un marin, c'est quelqu'un qui veut habiter la mer. Emmanuel Servan-Schreiber, lui, c'est un docteur en psychologie collective, tandis que François Tadei, lui, est un grand spécialiste de pédagogie humaine, même si, à la base, il est ingénieur Polytechnique des eaux et forêts, il est docteur en génétique, et puis Joël n'est plus à présenter. Mais avant de jouer avec cette alchimie subtile de materia prima fantastique, j'aimerais resituer un petit peu le sujet de la conversation. Et j'aimerais le faire en vidéo. Nous voilà situés dans l'espace. C'est une reprise du Power of Ten de 1977, juste pour nous resituer un petit peu. Et puisque nous avons cette gourmandise de fin de journée, vous savez, les alchimistes ont pour texte fondateur la table d'émeraude, qui dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Ce qui nous montre quelque chose, c'est que les découvertes sont infinies. Et pourtant, ces protagonistes de cette dernière table ronde savent que les découvertes à faire sont immenses, savent que ce qu'ils ont déjà fait est énorme. Et pourtant, ils avaient le choix, et ils ont choisi une voie, qui de la mer, qui de l'espace, qui de la pédagogie, qui de l'intelligence collective, qui de la relation entre l'homme et la machine. L'idée de la table ronde, c'est de voir, c'est de rassembler ce qui est épars, de voir ce que ces aventuriers et ces aventures ont en commun, pour voir les ressorts un petit peu de leur audace.
Et donc, je propose 3 temps, puisqu'on a voyagé dans l'espace, on va voyager dans le temps. Un premier temps, et je poserai la même question aux 5 panélistes. C'est quoi l'origine de l'intuition ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette voie plutôt qu'une autre ? Vous êtes des curieux, vous êtes des polymathes, comme on dit actuellement. Vous avez certainement eu le choix de faire plein de choses qui, de l'archéologie sumérienne, peut-être même d'aller voir les volcans. Vous avez pourtant choisi quelque chose à la faveur de quoi ? Et puis on ira sur l'essence de l'aventure. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez eu un eureka, une épiphanie, quelque chose qui vous a fait changer profondément votre histoire, changer votre regard à un point irréversible ? Et on ira dans le futur, c'est quoi la limite à dépasser ? Et je vous proposerai un petit jeu d'Uchronie dans le futur. Claudie, on va commencer par vous. Et j'aimerais poser la même question aux autres. Est-ce que vous avez hésité entre 2 vocations ? Et si oui, qu'est-ce qui a fait la différence pour choisir l'espace ? Oui, bonsoir à tous. J'ai hésité entre 2 vocations, mais il n'y avait pas l'espace dans les 2. Quand C'était quoi ? Très jeune à mon baccalauréat, mais vous voyez, ça se rejoint. J'ai hésité à devenir un professeur d'éducation physique, parce que j'étais une sportive de compétition, et voilà, c'était une voie qui m'intéressait. Et puis médecine. Donc j'ai donc basculé côté médecine, mais médecin, rhumatologue, traumato-sportif, avec un DEA de biomécanique du sport, enfin ça me restait quand même très très présent, la performance du corps, et puis le corps en microgravité. Et donc, comment j'en suis arrivée là ? Il y avait une petite étincelle dans ma tête d'enfant dont on va fêter le 50e anniversaire dans quelques semaines, puisque c'était le premier pas de l'homme sur la Lune. Et j'avais 12 ans ce jour-là. Et la rencontre avec une opportunité, un appel à candidature qui vous dit quand vous êtes rhumato dans l'hôpital où vous travaillez. On cherche des astronautes. Alors c'était peut-être pas une intuition, mais malgré tout, il y a de l'intuition quelque part, parce que quand j'ai répondu « Ok, je veux un dossier pour devenir astronaute », j'étais sûre que ça allait marcher. Et pourtant, ce n'était pas du tout naturel. Il y avait plus de 1000 candidats, on savait qu'il y aurait 7 candidats retenus. J'avais l'intuition que c'était pour moi. Et c'était réveillé par ce rêve d'enfant. Mais pour en revenir à ce choix du début, qu'est-ce que j'ai appris avec la performance sportive, la compréhension du corps, ce dépassement de soi qu'on a évoqué un petit peu tout à l'heure avec Julia, c'est que, bien évidemment, ça me donnait de l'audace, de la force de continuer à avancer. C'était quelque chose qui m'intéressait, que ce soit un corps douloureux ou un corps sportif ou un corps léger, mais qu'à un moment donné, j'avais atteint une limite et que je ne pouvais progresser dans la quête, si ce n'est la conquête, la quête qui était celle de l'aventure dans laquelle je me suis engagée, j'avais besoin des autres. Donc à un moment donné, dépasser mon propre moi, et je l'ai dépassé quand même beaucoup, parce que je suis allée jusqu'à certaines limites. J'avais besoin des autres, à la fois intellectuellement, par le soutien, cette intelligence collective qui fait qu'on fait équipe et qu'on est beaucoup plus fort pour continuer à conquérir et aller de l'avant. C'est allé sacrément loin même. Vous avez eu l'expérience extatique même de l'overview effect, ce qui est quand même assez rare. Oui, alors je suis allée moins loin que la première partie de votre... parce que je me suis arrêtée à 400 km en orbite. Mais effectivement, les astronautes regardant par le hublot ont tous un peu cette façon, ce regard à distance, ce regard décalé par rapport à la planète, à la fois parce que de façon très rationnelle, on voit 2500 km de champ de vision quand on regarde la Terre, qu'on la parcourt en 90 minutes, qu'on la voit isolée, fragile, avec sa petite pellicule d'atmosphère dans un cosmos très noir. Mais il n'y a pas que ça. On se sent des humains de cette planète en responsabilité à titre d'équipage. Cette vulnérabilité, c'est pas que du rationnel. Il y a bien sûr du rationnel. On voit les cyclones, les éruptions volcaniques, mais elle se sent d'une façon non rationnelle, cette vulnérabilité de la planète. Et puis vivre tout ça avec un corps détaché, parce qu'il se trouve en microgravité, il est flottant, il est libre, il utilise la 3e dimension, il tourne autour du hublot, il se laisse dériver et contempler. Voilà, on est autre chose. L'esprit était en apesanteur aussi, au même titre que le corps, ou pas ?
l'esprit était en apesanteur aussi? Vous aviez tellement de règles à respecter que c'était pas possible? Je ne sais pas si on peut employer ce mot pour l'esprit. En tout cas, il y a une forme de profondeur. Il n'y a pas de pesanteur. Il y a à la fois la légèreté pour le corps. On n'est pas léger quand on regarde par le hublot parce qu'on est imprégné par cette vision, cette beauté. C'est magique de regarder la Terre. C'est la poésie, des couleurs, des harmonies, des fractales, enfin tout ce qu'on peut imaginer selon l'acuité de son regard et des aides au regard qu'on a à bord. Mais l'esprit, on peut le laisser effectivement dériver, contempler, méditer. On est ailleurs, autrement, autre chose et un autre quelqu'un, je pense. C'est le prince Al Saoud, un de vos collègues astronaute, cosmonaute, spationaute. Je ne sais pas comment s'appelle celui qui voyage d'Arabie Saoudite. Mais en tout cas, lui disait, au début, on montrait notre pays. Le deuxième jour, on montrait notre continent, notre région du monde. Le troisième jour, on ne regardait plus que la Terre. Et on le vit là aussi quand je parlais de ce collectif qui fait qu'on atteint encore une dimension supplémentaire dans un équipage multiculturel, avec des Russes, des Américains, des Européens de toute nationalité. Donc effectivement, avec des partages culturels ou des convivialités partagées chacun apporte un petit peu sa couleur. Et puis encore une chose pour vous faire rêver un petit peu plus, vous mettez une musique absolument somptueuse sur les oreilles pendant que vous regardez la Terre défiler en 90 minutes. Et là, vous atteignez des moments... Bon, voilà. Ouais. 1h30. Extatique. Ouais. 1h30. Vous imaginez la qualité de la sieste. Jacques, vous êtes architecte et vous avez une passion, la mer. Vous avez une inspiration, le biomimétisme. Et vous avez choisi de créer, ou en tout cas c'est le projet de votre vie, l'ISS de la mer. Vous avez une philosophie mérienne incroyable. Est-ce que vous rêviez petit de faire autre chose que ça, ou c'était évident que c'était par là que vous deviez aller? Non, au début, très sincèrement, j'avais plusieurs passions, plusieurs rêves dans la tête. Mais c'est vrai que très vite, j'ai fait le choix. J'ai fait le choix d'abord parce que intrinsèquement, je vais vous étonner, je me suis noyé, j'avais 3 ans. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça m'a au contraire complètement aguerri par rapport à ce monde nouveau qui s'ouvrait à l'humanité, le monde sous-marin. Et j'ai toujours été fasciné par ce monde sous-marin. Mais je voulais devenir musicien. Et très vite, comme je voulais bâtir, concevoir des symphonies, et j'ai très vite compris que j'étais limité dans ce domaine. Je pouvais faire illusion en jouant de la musique d'autres pour séduire les jeunes filles ou séduire les humains, mais je ne bâtissais pas mes rêves, je ne participais pas à mes rêves. Et mes rêves, c'était la mer. Et très vite, donc ça s'est inscrit en moi. Et puis d'autre part, c'était la grande aventure humaine de l'espace. C'était le Spoutnik, c'était Alika, c'était Gagarine, puis le premier homme sur la Lune. Et du côté de la mer, c'était Cousteau. D'abord, il y a eu évidemment Jules Verne avec 20 milieux sous les mers qui m'a fait rêver. C'était Arthur Clarke, les Prairies Bleues, parce qu'il a parlé de l'espace, de la station 2001 de l'espace, l'Odyssée de l'espace, mais c'est aussi les Prairies Bleues. Et donc très vite, ça s'est inscrit dans mes rêves. Et pour bâtir ces rêves d'architecte, je n'avais pas de référence. Donc la nature, tout de suite, je me suis inspiré de la nature. Mais d'autres, bien avant moi, il y a 500 ans, Léonard de Vinci, qui était un homme libre, complètement transversal, aussi bien ingénieur que poète, que musicien, justement. Il avait cette qualité d'un homme universel, en quelque sorte. Il avait compris que le génie de la nature avait fabriqué, construit ce qu'il y avait de mieux, de plus adapté, et que l'homme pouvait s'inspirer de cette nature. Donc, 500 ans après, mais d'autres comme Fraiotto dans les années 60, qui ont été après dans les années 70 mon professeur, avaient travaillé sur ce domaine du biomimétisme. Voilà. Et puis très vite, évidemment, l'informatique a développé les modeleurs
nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans ce biomimétisme. Et ce biomimétisme s'inscrit en plus maintenant dans une transversalité globale dont on a beaucoup parlé aujourd'hui, c'est-à-dire l'interpluridisciplinarité et le fait de travailler en équipage. Donc tout ce travail que j'ai pu mener ne s'est fait qu'à travers cette transversalité. Mais vous parliez de mérien, la notion de mérien, c'est parce qu'un mérien, c'est une philosophie, c'est un homme du monde sous-marin qui n'a pas le même regard. On parlait de regard, Claudie parlait du regard. C'est vrai que j'imagine Claudie dans l'espace, où tous ces astronautes, tous ces cosmonautes qui me fascinent, ils n'ont plus le même regard sur le monde. Eh bien, un mérien, quand vous avez vécu, comme j'ai eu la chance de vivre sous la mer, dans des maisons sous-marines, j'ai participé au record du monde sous la mer, que vous passez 24 heures, 48 heures, une semaine, un mois sous la mer. En permanence, vous sortez sous l'eau, que vous avez ces poissons, vous dormez, le matin vous vous réveillez, vous avez ces poissons qui vous regardent, qui deviennent familiers et qui voient des humains dans un bocal. Vous voyez, donc il y a toute une philosophie qui s'inscrit en vous, parce qu'un marin, c'est pour moi un aveugle de la mer, donc ce sont mes cousins. Et donc le monde sous-marin s'ouvre à l'humanité avec une autre philosophie, comme le monde de l'espace s'ouvre à l'humanité. L'idée de Sea Orbiter, c'est justement de dériver pour être tellement symbiote avec le milieu sous-marin qu'on est un parmi les autres et non plus seulement un étranger. Oui, c'est-à-dire que je suis un rêveur, un grand rêveur devant l'éternel, mais je suis extrêmement pragmatique. C'est-à-dire que j'essaye à chaque fois de bâtir mes rêves, et Sea Orbiter est la synthèse de différents rêves que j'ai réalisés, d'habitat sous la mer comme Galatée, Hippocampe, ou d'aller voir les baleines en plein milieu de l'Atlantique avec un bateau, avec une coque transparente qui s'appelait l'Aquaspace. Et c'est donc la synthèse de tout ce travail de 30 ans que nous avons mené en équipe. Et c'est un peu, en effet, la station internationale ISS de l'espace est une station qui permet à des chercheurs, à des scientifiques de séjourner sur la mer sur de très longues durées, d'avoir un regard sous la mer en permanence, une écoute, de pouvoir sortir, quelles que soient quasiment les conditions de mer, sous la mer directement. Donc c'est une sorte de ruche d'où partent des abeilles, des humains qui sont des abeilles butinées, la connaissance de ce monde qui s'ouvre à l'humanité, comme je disais tout à l'heure. Magnifique, merci pour votre poésie opérative. Émile, vous avez choisi l'intelligence collective, l'intelligence des hommes entre eux. Pourquoi ce choix-là? Est-ce que vous avez hésité à faire autre chose? Et qu'est-ce qui vous a fait choisir cette voie? J'aurais bien voulu être astronaute, mais je n'étais pas assez bon à l'école. Là, c'était prise par Claudie. Ouais. Je n'étais pas assez bon à l'école. J'avais 6 ans quand Armstrong a mis le pied sur la Lune, donc ça a marqué. Les astronautes américains, c'était des demi-dieux pour nous. Donc je ne suis pas devenu astronaute, je suis devenu américain un peu plus tard. C'est un peu moins bien, mais... Les Russes aussi sont pas mal, hein, en termes de cosmonautes. Ouais. Ouais, c'est un demi-rêve. Alors pourquoi cette voie-là? Moi, ce qui m'a toujours intéressé, et je m'en suis rendu compte tard, c'est l'intelligence. Et je suis tombé dedans quand j'ai pris mon premier cours d'informatique dans les années 80, 81, choses comme ça. Et pour ceux qui ont fait de l'informatique, il y a ce rite de passage obligé qui est d'écrire le premier programme qui vous répond, ça affiche à l'écran « Hello World ». Il faut réussir à afficher à l'écran « Hello World ». Et quand j'ai vu ce truc s'afficher à l'écran, j'ai été bouleversé. Le fait de pouvoir faire parler une machine était totalement étonnant. Aujourd'hui, ça paraît très mundane, comme on dit. À l'époque, c'était très étonnant. Et du coup, on se dit, tiens, mais on peut lui faire n'importe quoi, cette machine. On peut la faire réfléchir. Alors, j'ai ensuite voulu être chercheur en intelligence artificielle. Je suis parti à Pittsburgh, où il y avait l'inventeur de l'intelligence artificielle, Herbert Simon, prix Nobel d'économie plus tard, qui est le premier type qui, en 1956, a écrit le premier programme d'intelligence artificielle. Ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient 3. Mais ils ont écrit le premier programme. Et à l'époque, l'intelligence artificielle, c'était faire des preuves de théorèmes mathématiques. C'était ça le premier programme. Aujourd'hui, on dirait que c'est un peu trop facile. Et donc, j'ai rencontré ce type-là, qui était à Pittsburgh. Vraiment, l'endroit, il fallait avoir envie d'aller à Pittsburgh. Hein. Personne n'avait envie d'aller à Pittsburgh. C'est comme aller à Nancy dans les années 80, quoi. Sauf ça a changé maintenant, Nancy. Oui, bien sûr, et Pittsburgh aussi. Voilà. Il y a plein d'astronautes d'ailleurs. Voilà. Et il y a une reconversion formidable. Et donc j'ai rencontré ce type-là, et je me suis rendu compte que cet inventeur de l'intelligence artificielle
était en fait aussi l'inventeur de la psychologie cognitive, qui était donc cette vision du cerveau comme une sorte de machine qui jusqu'alors était totalement opaque. La psychologie jusqu'à ce moment-là, c'était essentiellement action-réaction, et on ignore ce qu'il y a dans le cerveau, parce que c'est incompréhensible, de toute façon on ne saura pas ce qu'il y a, et ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est comment on peut conditionner cette machine en faisant action-réaction, choc électrique, etc. Skinner, les rats, etc. Bon. Et ce type-là s'était dit, grâce à l'informatique, on va enfin pouvoir faire des théories du cerveau qui vont être suffisamment détaillées pour qu'on sache si elles sont vraies ou fausses. Ce qui n'était pas le cas de la psychanalyse, ce n'était pas le cas des psychologies avant. Il dit, avec un programme, on peut simuler un processus mental et on saura si le programme fonctionne, si effectivement ça simule quelque chose ou si ça donne quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qui se passe dans un cerveau humain normal. Et donc, quand j'ai compris ça, j'ai pris un cours avec lui, il expliquait ça, et je me suis dit, oh là là, mais le cerveau est une machine, le cerveau a des processus, le cerveau raisonne d'une façon qu'on arrive à comprendre. Et ça, c'était complètement étonnant. Aujourd'hui, ça paraît peut-être un peu moins, mais à l'époque, c'était très étonnant. Et du coup, je me suis dit, au lieu de faire de l'intelligence artificielle, je vais essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau. Je suis devenu psychologue. Merci beaucoup. La pédagogie, la psychologie, on a un autre amateur d'humanité. François, polymathe, c'est peu dire que tu l'es. Tu aurais pu faire plein de choses. D'ailleurs, j'étais surpris de voir que tu as fait Polytechnique. Alors, des eaux et forêts, certes, mais quand même Polytechnique. Puis après, tu étais docteur en génétique, puis directeur à l'INSERM, et tu as créé le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, et tu es un militant actif des approches interdisciplinaires dans la recherche et dans l'éducation. C'était ça dont tu rêvais quand tu étais petit ? Non, pas du tout. J'avais aucune idée de ça. Je pense que j'aimais beaucoup jouer. J'ai vraiment, je crois qu'à 4 ans, j'épuisais mes babysitters parce que je voulais jouer toute la nuit aux petits chevaux. Donc c'était le jeu du moment. J'ai changé un peu de jeu à différents âges. J'ai par exemple beaucoup joué aux échecs, j'ai fait beaucoup de sport et je crois que j'ai beaucoup pratiqué tous ces sports de compétition, toutes ces activités de compétition, y compris les concours, la recherche. C'est quand même des activités très compétitives. Mais je me suis à un moment donné, une des questions que je me suis posée, c'était est-ce que je veux devenir ingénieur ou chercheur ? Et pour moi, l'ingénieur, celui qui construit un pont, et une mauvaise surprise, c'est quand un pont se casse la figure. Donc ça, les surprises sont jamais très bonnes pour les ingénieurs, parce que c'est des retards ou des catastrophes dans les projets. Alors qu'un chercheur, en fait, s'il y a une surprise, si c'est pas du tout le résultat attendu, si au lieu d'être blanc ou noir, c'est rouge à pois vert, tout d'un coup, il y a un nouveau champ qui s'ouvre sur pourquoi rouge, pourquoi des pois verts, quelle distribution des pois. Et donc, en fait, c'est formidable. Parce que si tu aimes les surprises, ce qui était mon cas, si tu es curieux, donc je préférais être chercheur qu'ingénieur. Je pense que ça a été un des moments un peu clés. Mais en fait, j'ai beaucoup travaillé sur les organismes vivants que sont les bactéries et les virus de bactéries qui ont des temps de génération remarquables. C'est 20 minutes pour les bactéries et tu as des virus de bactéries qui peuvent faire 10 puissance 10 descendants dans l'heure. Donc, si tu veux, ça va quand même très très vite. Et donc, tu peux avoir beaucoup de résultats, travailler sur des grandes populations, faire ce qu'on appelle de l'évolution expérimentale. Tu peux étudier la manière dont ces organismes vivants évoluent avec le temps. Donc, à la fois de l'évolution de type ce qui vieillissent ou pas. Par exemple, on a montré que les bactéries vieillissent, mais pas les virus. Tu peux étudier s'ils évoluent, s'ils font évoluer leur vitesse d'évolution. Donc la notion d'évolvabilité et d'adaptabilité. Tu peux étudier s'ils coopèrent, tu peux étudier s'ils échangent de l'information, et tu peux montrer que non seulement ils coopèrent et échangent de l'information, mais ils coopèrent sur comment échanger de l'information, et ils échangent de l'information sur comment coopérer. Et que face à des défis complexes du genre des antibiotiques qu'aucune bactérie ne sait résoudre, mais comme il y a 1000 espèces et 10 puissance 14 bactéries dans notre tube digestif, en fait, collectivement, elles vont finir par trouver des réponses. Donc cette capacité d'exploration me paraissait être un jeu encore plus intéressant que tous les jeux que j'avais pu explorer moi, de type petits chevaux ou jeux d'échecs, qui sont des jeux finis, qu'on peut complètement simuler, etc. Et où typiquement les machines font mieux que les hommes aujourd'hui. Petits chevaux, ça fait très longtemps, mais même aux échecs ou au go. Et donc, je me suis dit que c'était plus intéressant d'explorer ce genre de choses. Et face aux défis d'aujourd'hui, je me suis dit, mais en fait, ces manières de coopérer et d'échanger de l'information, puisque le vivant le fait de manière auto-organisée, il n'y a pas de ministère de l'Éducation nationale chez les bactéries, par exemple, sur leur capacité. Et donc, il y a des propriétés émergentes. Est-ce qu'on peut s'en inspirer ? Et quand le web est arrivé, quand toutes ces capacités, quand les étudiants ont commencé à me dire qu'ils avaient appris
appris plus de choses sur le web que dans leurs cours. J'ai assez vite compris qu'il y avait effectivement des propriétés émergentes qui étaient intéressantes. Et à côté de ça, la maîtresse de mon fils m'avait dit qu'il était charmant, mais qu'il posait des questions. Ça s'était passé quand il avait 6 ans et qu'il était arrivé à l'école. Donc je me suis rendu compte qu'on avait un système éducatif qui, disons, nos cerveaux viennent du paléolithique et d'avant, et notre système éducatif vient du Moyen-Âge et de la Révolution française, pour le dire vite. Il y a eu quelques évolutions avec Jules Ferry et autres, mais fondamentalement, le principe des concours, par exemple, a un certain temps. Et donc face au progrès de l'intelligence artificielle, de la robotique et aux défis environnementaux et sociétaux qu'on a aujourd'hui, la question c'est comment est-ce qu'on passe d'une pédagogie basée sur la compétition, sur les savoirs d'hier, à des pédagogies basées sur les défis d'aujourd'hui pour coopérer, pour arriver à ensemble faire des choses qu'aucun d'entre nous ne saurait faire et dont on a tous besoin. Et donc ça, progressivement, ça a été une transformation, une exploration, je dirais une exploration des manières d'explorer. Tout chercheur est un explorateur, fondamentalement, mais explorer de nouvelles manières d'explorer, c'est quelque chose auquel j'ai pris goût et qui me paraît très intéressant. Voir des enfants qui explorent, voir des chercheurs, des patients qui explorent, voir des communautés qui explorent collectivement à des échelles sans précédent. Magique, explorer c'est déjà pas mal, mais explorer l'exploration, je vous laisse avec cette inception. Donc si je résume, le CRI, c'est le produit d'un empirisme évolutionnaire et de la réflexion d'une institutrice. Donc merci à elle. Joël, outre le fait que c'est ton anniversaire, en 1960, il me semble que tu étais champion de surf. Tu aurais pu continuer ta voie comme ça et tu aurais fait une carrière aussi belle que celle que tu as faite. Pourquoi tu as choisi ta voie, cette voie que nous célébrons aujourd'hui? Quand j'avais 10-11 ans, on me demandait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Je disais je veux être architecte. J'avais vraiment une vocation d'être architecte. Je voulais laisser des structures dans l'espace avec ma marque. Et finalement, ces structures dans l'espace, je les ai faites, mais à l'infiniment petit. C'est-à-dire que je suis devenu chimiste, puis biochimiste. La chimie permet de créer des structures, par la synthèse chimique, des structures dans un espace infiniment petit. Et cette chimie m'a conduit finalement à créer des structures qui ont conduit ma carrière, puisque au MIT, j'ai travaillé dans la recherche concernant la relation entre la chimie et le numérique, l'informatique, pour représenter des structures chimiques sur l'écran de l'ordinateur, des enzymes, de voir comment elles pouvaient réagir avec des substrats et des produits extérieurs. C'est pour ça que je me suis lancé dans ce qu'on appelle les molecular graphics, l'utilisation de l'ordinateur pour visualiser une chimie invisible. Et j'ai poursuivi avec les nanotechnologies. Et donc tout ce secteur continue à m'inspirer dans la recherche que je fais. Mais cette recherche, elle est liée en fait à la création du futur, puisque maintenant je suis dans l'exploration du temps. L'exploration du temps, c'est la prospective, c'est-à-dire la possibilité d'essayer d'expliquer aux gens de manière claire qu'est-ce qui pourrait arriver dans les années à venir pour les aider à donner du sens à leur vie et avoir envie du futur. Donc je suis devenu un explorateur du temps, prospectiviste, et j'applique cette vision systémique que j'ai eue grâce à la pluridisciplinarité de la biologie, de la chimie et des nanotechnologies, à une vision systémique du management, de la recherche et de la communication. Aider les gens à mieux comprendre l'interdépendance dans des systèmes complexes, comme le disait François tout à l'heure, dans l'éducation, mais évidemment dans le management, dans la société moderne, dans la communication, dans la vulgarisation, utiliser les interdépendances que beaucoup d'industriels ou de politiques ne font pas suffisamment pour montrer que des interdépendances émergent des propriétés nouvelles. C'est une des grandes quêtes que j'ai moi en ce moment, c'est de montrer et de prouver par des écrits, par des recherches, que l'émergence de propriétés nouvelles ne résulte pas tellement de la propriété de chacun des éléments constituants d'un système complexe, mais de l'interaction dynamique des éléments entre eux. C'est de cette interaction dynamique que peut naître l'émergence de propriétés nouvelles. Et ça, c'est cette approche systémique qui m'a conduit à explorer les systèmes complexes, que je fais maintenant, à vulgariser, à écrire des livres et à manager des systèmes complexes moi-même ou donner des conseils à des managers de systèmes complexes. Eh bien, vous avez 5 beaux métiers, mais le tien, il m'inspire vraiment beaucoup. Dans votre vie, vous avez eu des recherches et des découvertes par vous-même, et il y a peut-être quelque chose qui vous a fait cette eureka, comme on dit chez les Grecs, cette épiphanie, plutôt chez les chrétiens, ce moment qui vous a fait changer de regard, ce petit truc, cette information, cette rencontre qui vous a fait changer d'histoire. Il y a eu un avant et un après. C'est quelque chose qui vous a élargi peut-être le périmètre de conscience. Est-ce que, Jacques, tu as souvenir d'un tel moment dans ta vie? Oui, j'ai eu plusieurs moments dans ce sens-là, mais si j'en choisis un, c'est la première fois que j'ai vécu plus de 24 heures sous la mer. Le fait
de passer 24 heures, le chiffre d'un jour, de sortir 5 fois, 6 fois par jour sous l'eau, donc sans remonter à la surface, m'a donné un autre regard sur le monde, sur ce que représentait cet océan, cette philosophie de ce regard, de ces mériens dont on parlait tout à l'heure. Et je m'imaginais justement ce qu'on disait, ce que Claudie disait, j'imaginais l'astronaute qui, dans sa capsule, regardait la Terre, cette fragilité dont on parlait. Ben moi, je sentais cette fragilité du monde sous-marin et cette conscience que ce monde sous-marin s'ouvrait à l'humanité et s'ouvrait au futur de justement ces jeunes qui pourraient bâtir. Parce que quand on se représente, vous savez comme moi que la surface des océans, c'est 71% de la surface de notre vaisseau Terre, mais c'est surtout un volume d'eau de 3,7 km d'épaisseur sur 71%, où il y a des tas de choses à découvrir. Il y a des abysses, il y a des plaines, des dorsales, des failles abyssales, il y a des plateaux. Donc, cette conscience, ça a été l'Eureka pour dire « je bâtis, je suis architecte, je bâtis pour les hommes, pour les jeunes, ce futur qui s'ouvre à l'humanité ». Merci. Est-ce que tu as engrammé l'expérience de l'immensité de l'océan? Engrammé, c'est-à-dire que tu l'as vécu dans ta chair, dans ton corps, à un autre état de conscience? Ou est-ce que c'est l'immensité du champ des possibles qui t'a transformé? Oui, tout à fait. C'est le fait de l'avoir dans les 5 sens de notre corps, de notre biologie, le fait de ressentir ces différentes émotions, ces rêves. C'est un rêve et c'est un privilège extraordinaire de pouvoir passer plus de 24 heures sous l'eau. Et on a conscience de tout ça. En plus, le fait d'être en équipage, on sait qu'on a une responsabilité, chacun a une responsabilité. Voilà, c'est comme sur un bateau, c'est comme dans l'espace. Donc chacun compte sur l'autre. Et c'est vrai que toutes ces émotions ont porté ce regard, ce nouveau regard que je pouvais avoir et cette détermination indéflectible de ce rêve qui se continue, qui m'a amené jusqu'à cette fondation pour transmettre aux générations qui viennent cette envie de rêver sur ces grands espaces. D'ailleurs, Joël m'a fait rêver il y a un peu plus de 30 ans. On avait échangé en déjeunant ensemble et il m'avait dit « Jacques, il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand ». Ça m'avait tout de suite interpellé. Donc il faut il faut accompagner les jeunes, leur transmettre ce goût du rêve, de se surpasser. Et c'est à eux maintenant de bâtir le futur à travers ces grandes aventures humaines. Si je puis inviter aussi à faire rêver aussi les vieux, comme ça nous fera gagner du temps. Hein, parce que dans l'aventure collective de la métamorphose du monde, on a besoin de tout le monde. Donc n'hésitez pas à propager le rêve et vous le faites si bien. Claudie, vous avez un eureka, un moment qui vous a fait changer vraiment votre direction? Alors, vous m'avez posé la question hier soir. Je me suis dit, il faut que je réfléchisse un peu. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a des choses qui sont très rationnelles dans les choix qu'on fait dans la vie et qui vous amènent parfois à des surprises, même si ce n'était pas ça au départ. Un exemple, j'ai fait un diplôme de spécialité de médecine aéronautique et spatiale. Pas du tout parce que je voulais être astronaute à un moment donné, mais parce que j'avais des copains parachutistes et pilotes d'avion qui me disaient quand même, tu es médecin et tu peux même pas nous faire nos certificats d'aptitude. Voilà. Et donc j'ai fait ce diplôme-là. Mais après, bien évidemment, je connaissais des gens dans le milieu, ce qui m'a aidé, mais c'était du très rationnel au départ, très, très cartésien. Vous trouvez ça rationnel d'aider les copains à faire des certificats, vous? C'est ça votre rationalité? J'aime bien. Quand on est médecin, on rend service à des bien portants aussi pour les franche accompagner. Camaraderie, vous a conduit à être ministre finalement. Absolument. Voilà. Bon, ça c'était l'aspect du très rationnel. Ensuite, il y a cet aspect de l'imaginaire, de l'émotion. Tu as parlé de Jules Verne tout à l'heure. Bon, Jules Verne, il nous est commun, ou plein d'autres qui nous ont nourri cet imaginaire. Et puis, ce que j'ai découvert, moi, en volant, alors ça fait de l'interdisciplinarité, de l'interculturel, des milieux un peu particuliers, c'est qu'il y a aussi de l'imaginer. Et des choses qui étaient dans mon imagination, auxquelles je rêvais. Quand je suis arrivée en microgravité,
à regarder par le hublot, avec ces équipages. C'était, je l'ai dit souvent, encore plus beau que mes rêves. Et j'y ai découvert des choses que j'avais même pas imaginées. C'est pour ça que je parle de inimaginable, mais en complément. Et ça, c'est vrai que c'est d'être allé chercher effectivement ces milieux différents, partir à la conquête au-delà de ces frontières, de ces limites, de ces fenêtres qui nous sont naturelles, qui fait émerger, quelqu'un a employé le mot d'émergence tout à l'heure, ou qui fait que par sérendipité, on arrive sur quelque chose qui n'était pas attendu. Voilà ce que je pourrais décrire comme la chose que m'a apporté ces expériences de vie, ce désir, ces quêtes et ces conquêtes. Merci. François, des Eureka? Moi, j'étais le 11 septembre 2001 à New York, donc j'ai vu les tours tomber et ça a été un moment important dans ma vie. Je ne sais pas s'il y a un Eureka au sens scientifique du terme, mais c'est certainement un moment qui a été un point de bascule. Et il se trouve que j'étais sur le toit du CRI le jour où la flèche de Notre-Dame est tombée, donc j'ai eu une espèce de piqûre de rappel récemment. Et il y a à la fois un très fort sentiment d'impuissance. Quand tu vois ce genre de choses qui se produisent très progressivement, et tu es à distance, tu peux juste rien faire et tu ne peux que craindre, redouter le pire et le voir se produire sous tes yeux. Et heureusement, dans le cas de Notre-Dame, il est quand même resté des choses, alors que dans le cas des tours, tout est tombé. J'y croyais. Enfin, à chaque fois, c'est des moments importants pour moi. Et quelque part, il y a aujourd'hui une espèce de cathédrale du vivant qui est en train de s'effondrer, comme elle s'effondre beaucoup plus lentement. La prise de conscience est beaucoup moins forte. Et on s'est mobilisé 1 milliard en une semaine pour Notre-Dame. Comment est-ce qu'on pourrait mobiliser des milliards pour la biodiversité en quelques mois ou en quelques années? On n'en est malheureusement pas là, que ce soit pour les océans ou pour d'autres écosystèmes aujourd'hui. On est en train d'assister à une catastrophe globale. Et parce qu'elle est un peu loin des yeux et donc loin du cœur, ça ne fait pas du tout le même effet, en tout cas la même prise de conscience collective synchrone. Donc ça, pour moi, c'était un moment important. J'en rajouterai un deuxième bref, c'est que j'étais un jour dans une conférence où on présentait une expérience de sciences cognitives que certains ici doivent bien connaître, qui est celle où il y a un gorille qui passe au milieu d'un collectif qui joue avec des ballons de basket. Et on m'avait demandé de compter les passes entre les joueurs de basket, et j'avais réussi à compter les passes, mais j'ai pas vu passer le gorille. Et si tu veux, cet aveuglement, c'est devenu pour moi une allégorie, si je puis dire. Cet aveuglement cognitif, j'en ai pris conscience à ce moment-là, et je me suis rendu compte qu'en tant que chercheur, on m'avait formé à voir certaines choses, mais que je passais à côté de choses énormes, du genre des tours qui tombent, ou du genre... Voilà, un monde entier qui se transforme. Et moi, j'étais concentré sous mon microscope avec mes petites bactéries, j'étais vachement content. Et dans ma série Joueurs, dont je parlais tout à l'heure, j'étais super concentré sur mon jeu et je ne voyais pas le reste du monde. Et donc, à un moment donné, il se trouve que le moment où les tours tombent, j'ai des enfants qui ont 1 et 3 ans. Et donc, tout d'un coup, tu deviens parent et tu te dis, mais quel monde on va laisser aux prochaines générations? Et donc, ce défi-là, c'est effectivement le défi que j'ai depuis ce jour-là. Et j'ai régulièrement des piqûres de rappel. Et donc, j'essaie de me demander, OK, comment est-ce qu'on agit collectivement pour prendre conscience? Et ça veut dire quoi, une prise de conscience collective globale? Comment est-ce qu'on la stimule et comment est-ce qu'on passe de cette prise de conscience à une capacité à essayer de résoudre ces défis? Peut-être qu'un toit bio-inspiré dans Notre-Dame, où on laisse les chênes vivants et qu'on trouve autre chose, et qu'on célèbre la vie et le vivant, pourra faire entrer Notre-Dame dans le XXIe siècle pour son plus bel écrin. Émile, un Eureka, une épiphanie, quelque chose qui vous a fait changer de regard? Oui, il y a des gens qui ont changé ma vie, qui m'ont fait totalement bifurquer. Je ne parle pas de ma femme, mais de quelqu'un d'autre. Quand j'étais donc chercheur en sciences cognitives, ensuite en intelligence artificielle, et puis en fait dans les deux, parce que c'est un peu la même chose, l'un s'inspire de l'autre. Et j'étais obsédé par l'idée de découvrir, de faire fonctionner des modèles d'intelligence dans des boîtes, finalement, que ce soit une boîte crânienne ou une boîte de silicone. Et en 99, j'ai lu un article dans une revue d'intelligence artificielle d'un type qui disait, mais si au lieu d'essayer de mettre des agents intelligents sur Internet pour choper des informations, des datas, etc., rapporter ce qui se passe,
si on utilisait Internet pour solliciter et agréger l'intelligence de beaucoup de gens. En fait, des cerveaux, d'utiliser Internet comme collectionneur d'intelligence collective de cerveaux humains. Et ça m'a totalement foudroyé. Je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, mais bon sang, mais etc. C'est un vrai eureka qui m'a fait quitter tout ce que je faisais, mon job jusqu'à présent, pour créer une start-up qui était dédiée à cette idée de solliciter et d'agréger l'intelligence de beaucoup de gens, de foules, de façon à produire quelque chose d'intelligent au service qui puisse être utile pour les autres. Donc d'utiliser l'intelligence collective à très grande échelle. Et c'était d'ailleurs un des premiers exemples qui était utilisé dans le best-seller qui était venu ensuite, qui s'appelait La sagesse des foules, de James Surowiecki, voilà, dont j'ai fait en sorte que Joël fasse la préface, parce que ça semblait être l'homme tout indiqué pour le faire pour la préface de l'édition française. C'était son anniversaire aussi, c'est ça? Non. C'était notre anniversaire à chaque fois que Joël fait une préface. Ouais, il y a beaucoup d'anniversaires. Mais c'était foudroyant, cette idée qu'on peut étudier l'intelligence non seulement dans des cerveaux, dans des boîtes, dans des ordinateurs, mais aussi à l'échelle du web, et que ça servait non seulement à l'époque à acheter des livres sur Amazon, mais que ça pouvait servir à beaucoup d'autres choses beaucoup plus intéressantes que juste acheter des livres et faire du e-commerce. Ouais. Joël? Moi, j'ai un eureka qui a changé vraiment pas mal de choses dans ma vie. Je raconte l'anecdote. Je suis au MIT comme chercheur enseignant au milieu des années 60. J'ai un ordinateur avec un écran graphique, un PDP-8 de Digital Equipment Corporation, qui me permettait de revoir sur l'écran des structures moléculaires complexes. Et je reçois un téléphone d'un gars qui s'appelle Jim Lake, qui est devenu un ami depuis. Et Jim Lake me dit, Joël, je sais que vous avez un ordinateur graphique. Est-ce que je peux venir insérer chez vous les résultats de mes travaux sur l'ARN de transfert? Alors j'explique, l'ARN de transfert est une pièce essentielle dans la synthèse des protéines. C'est une molécule pas très grande taille, mais qui fait la relation entre l'ARN messager, qui contient le code génétique, et le ribosome, sur lequel se met des éléments, les codes génétiques qui permettent de faire la relation entre le code génétique et les protéines. C'est un décodeur absolument fondamental. Et il me dit, est-ce que je peux venir sur votre ordinateur visualiser cette molécule que personne n'a jamais vue? Je dis, mais bien sûr, quand on fixe la date, il dit, j'ai les résultats des cristallographies au rayon X. Je rappelle, pour ceux qui savent ce que c'est, que des résultats de cristallographie au rayon X, c'est des 0 et des 1, sur des pages et des pages et des pages et des pages entières de documents. Donc il est venu, et pendant tout un samedi, tout un dimanche, et la nuit passée, et le lundi suivant, sans dormir, j'ai rentré sur l'ordinateur les 0 et les 1 des résultats de la cristallographie au rayon X de la molécule d'ARN de transfert. Et en appuyant sur le bouton Return, on a vu apparaître sur l'écran la structure tridimensionnelle de cette molécule. J'ai jamais oublié ça. La relation entre la cristallographie aux rayons X, la volonté de visualiser une molécule essentielle à la synthèse du vivant et aux protéines apparaître sur l'écran devant moi. Ça a été un eureka absolument inoubliable qui m'a conduit à percevoir la puissance de l'informatique en biologie, la puissance de l'informatique en chimie et la puissance de l'informatique graphique pour inventer des structures nouvelles qui se fixent ou qui ne se fixent pas sur les sites activateurs ou inhibiteurs de ces molécules. Donc c'était l'ouverture de toute une carrière en chimie, dans la chimie des protéines, dans la biochimie. C'était un eureka que je n'oublierai jamais. Moi, j'en ai eu un tout petit avec toi, Joël. J'en ai eu beaucoup, mais celui-là, je me rappelle. Tu m'as montré une ADN, une reproduction d'ADN en 3D, puis tu l'as fait tourner et tu me l'as montré de haut. Ah oui, sur l'écran de l'ordinateur. Exactement. Et tu m'as dit, regarde, c'est comme la rosace de Notre-Dame. C'est la rosace de la cathédrale de Chartres. Ouais, et de Chartres, exactement. Oui, il y a la même symétrie que la rosace de la cathédrale de Chartres. Mais ça Pourquoi? fait partie. Posons-nous des questions sur les codes secrets de l'univers. Exactement. Le nombre d'or, qui n'est pas que seulement terrestre, puisque semble-t-il que dans le cosmos aussi, le nombre d'or est présent. Dernier temps, le temps un peu futur, la limite que vous aimeriez voir dépasser. Mais plutôt que de nous dire, c'est cette limite-là, et c'est dans cet horizon de temps, je vous propose un petit voyage dans le temps, justement. On est en 2040, pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qu'ils n'hésitent pas. Vous êtes en 2040, vous vous rappelez en 2029, 30, 32, vous choisissez bien votre date, la limite que vous avez toujours voulu voir dépasser, et voilà ce que ça a changé. On va faire un peu du chrony dans le futur. Et Joël, il veut commencer, mais pas en 2040, je le sais. Ouais, vas-y, je t'en prie. Écoute, 2050, moi j'en parle tout le temps, régulièrement en prospective, dans des bouquins, dans des analyses, dans des articles. Moi je voudrais penser 2500.
Voilà. Et 2500, ça m'intéresse comme explorateur moment. du futur. 2500, c'est ce qui nous sépare du temps de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, c'est 1500, on est en 2000 et quelques. Donc 2500, ça m'intéresse beaucoup d'y réfléchir, d'y penser, même de manière folle. Je voulais dire deux choses complètement folles. La première, c'est que l'intelligence artificielle va nous aider à traduire automatiquement tous les langages de l'écosystème. Elle a Je réussi. dis bien tous les langages de l'écosystème, non seulement les langages humains, mais le langage des abeilles, le langage des fourmis, le langage des poissons, le langage des rhinocéros, des girafes, des fleurs, des orchidées, vers l'humain. Je puisse comprendre leur langage et grâce à cette traduction automatique en temps réel, pouvoir leur parler, échanger avec eux. Ça, c'est une espèce de vision complètement futuriste et peut-être idiote, mais je pense qu'à 2500, peut-être même avant, on arrivera à communiquer avec l'écosystème dans sa globalité, animale, végétale et microbienne. Donc ça, c'est une espèce d'utopie. Ouais. Toi, tu aimes bien les uchronies. Ouais. C'est une utopie à laquelle je réfléchis constamment. Et de mettre un horizon aussi loin, je pense que ça vaut la peine de le faire pour nous forcer à pousser notre imagination liée à une prospective possible, le plus loin possible. Donc tu te rappelles en 2500 qu'on a réussi à comprendre enfin les minéraux, les végétaux, tout le En phytoplancton. parlant de leur langage. Exactement. Et qu'on a d'ailleurs changé la gouvernance mondiale, puisqu'on on pouvait enfin communiquer avec des éléments non humains, qu'on a fait une gestion de la biosphère ensemble, justement, en prenant non plus des représentants des animaux, mais les animaux directement. Et ça a changé pas mal notre perception et notre gestion collective de notre... C'est le biomimétisme en application. Tout à fait. Claudie, en 2040, toujours aussi élégante, et on se rappelle ce qui s'est passé. Alors, c'est peut-être pas une utopie ou une uchronie. C'est plutôt quelque chose dont j'aurais pas aimé que la limite Ouais. ait été franchie. Mais je pense qu'elle le sera, parce que... Alors, je vais vous parler de la Lune, et je vais partir juste après, parce que je dois aller faire une conférence au Palais de la Découverte sur la Lune. Donc, je prends le thème de la Lune. On va aller vivre et travailler sur la Lune. Je vous rappelle simplement qu'il y a eu, par exemple, Mars One. Bon, ça, c'était il y a très très longtemps, il y a plus de 40 ans, puisque c'était en 2010, quelque chose comme ça, enfin, il y a plus de 30 ans. C'était saut 2010 d'ailleurs, on disait. Hein. Vraiment. Mars One, c'était un appel à partir sans retour sur Mars. Ça vous donnait envie à l'époque ou Je pas? rappelle, pas du tout. Je rappelle qu'il y a eu 200 000 Ouais. candidats. Et que Mars One a fait faillite depuis. Mais donc, il y a des candidats. C'est bizarre. Et voilà. C'est quand j'ai appris que, il y avait des enfants qui étaient nés sur la Lune et qui resteraient sur la Lune, dans ce village lunaire. Alors, ils ne faisaient pas partie d'une agence spatiale, mais ils étaient venus avec des entrepreneurs privés qui avaient décidé d'avoir un business sur la Lune. Et donc, voilà, aujourd'hui, on se pose la question parce qu'ils sont en âge d'enfanter eux-mêmes. Quelle sera la nationalité Bon, ça fait déjà 2 générations, donc il y a des dérives, non pas savantes, mais physiologiques, de vivre en gravité réduite. C'est du 1/6 de G. Donc, autant c'est réversible après un vol de 6 mois, autant après 2 générations passées dans l'espace. Voilà. Et donc, c'est une limite que j'aurais aimé ne pas voir dépasser. J'aurais aimé qu'on réfléchisse plus longuement à comment on voulait que notre humanité se déploie, sans obligatoirement penser à des visions d'une espèce multiplanétaire, mais de garder justement ce regard. Je suis très vieille en 2040, donc j'ai encore plus d'attachement à la planète Terre, la planète nourricière, si belle que j'ai vue par le Vous Hugo. allez à l'essentiel en 2040, encore plus que maintenant. En 2019, je me rappelle, vous travailliez à un projet pour l'ESA, le Moon Village. Vous vouliez aller sur la J'allais Lune. parler de ça, c'est au Palais de la Découverte, c'est maintenant, dans 10 C'était minutes. en mais 2019 au Palais de la Découverte. La téléportation ne fonctionne pas. Ouais. Alors peut-être ça aurait pu être ça, tiens, Ouais. la téléportation en 2040. J'y serai jamais à l'heure. Non. Mais je Mais vais vous laisser allez-y. expliquer comment on va vivre et travailler Sur la Lune. dans voilà, déploiement d'infrastructures permanentes. Avec une gouvernance particulière ou ce sera une gouvernance terrienne encore?
ce sont des terriens qui vont l'imaginer. Ouais. Si on va en 2040, la petite jeune fille, elle est peut-être devenue justement quelqu'un qui aura des idées nouvelles, novatrices par rapport à la gouvernance. Mais il y a bien sûr des problèmes de gouvernance, de cohérence, de préserver l'intérêt général, puisque les corps célestes sont patrimoine de l'humanité dans les traités des Nations Unies. Mais que bien évidemment, il y aura des activités industrielles, économiques, des modèles d'affaires pour vivre et travailler sur la Lune. Et donc, là aussi, des mutations sociétales et des mutations anthropologiques, probablement. Filé Claudie, filé en 2019. Merci. Et merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à vous On peut l'applaudir. merci pour tous vos apports. C'est toujours un bonheur de croiser les disciplines, de croiser les personnalités, puis de retrouver les amis. Merci. Merci à vous, Jacques. Vous en rêviez, ça a été fait. On est en 2040. Non, alors moi, on est en 2040. Alors, considérons qu'on est en 2040. Donc, pour moi, en 2040, le rapport de l'homme à la nature, grâce aux réseaux sociaux, enfin à tout ce qui est en train de se bâtir à travers l'informatique et les réseaux sociaux, la transversalité dont on parlait tout à l'heure, le biomimétisme, on aura résolu beaucoup de choses. Un nouveau rapport, donc homme-nature, qui va amener automatiquement un nouveau rapport homme-homme, j'en suis persuadé. Mais moi, en 2040, je suis un petit peu comme Joël. C'est très court, vous savez, par rapport à l'échelle de l'humanité. Demandez à Yves Coppens, il vous expliquera ça mieux que moi. On ne voit pas assez loin. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, et je le vois à travers ma fondation, ont une vision comme Joël, c'est-à-dire ils ont une vision 2040 peut-être, 2100, mais même comme Léonard de Vinci, donc il y a 500 ans, c'était hier, par rapport à l'échelle de l'humanité, je peux vous dire que c'est rien. Donc je préférerais voir à 2500. Et allons-y. Parce que en 2040, vous allez avoir, Claudie le disait, on travaille là-dessus, le village lunaire, vous allez avoir le village sous la mer. On travaille aujourd'hui avec Bill Todd sur l'entraînement des astronautes et des aquanautes, sur les rapports en milieu extrême, donc de similitudes entre ces deux mondes, donc dans les programmes de la NASA qui s'appelle NEMO. D'ailleurs, en ce moment même, il y a un équipage de 6 astronautes avec Bill Todd au large de Key Largo qui s'entraînent pour des vols de très longue durée. Donc j'imagine que le village lunaire cher à Claudie en 2040 existera et mon village sous-marin dont je rêve au large des îles Vierges avec Bill Todd sera réalisé. Mais tout ça pour bâtir le futur, pour voir aller beaucoup plus loin par rapport à ce futur. Pour le futur, ce n'est pas de l'utopie. 2500, pour moi, ce n'est pas de l'utopie, c'est de la prospective. On bâtit le monde de l'espace avec une vision prospective. Les astronautes et les cosmonautes vous le diront, c'est dommage que Claudie soit partie. Il faut avoir une vision à très long terme. Il faut bâtir ce futur avec des visions à des échelles différentes. L'espace, c'est une vision à 250 ans. Le monde de la mer, c'est une vision à 100 ans. La problématique de la montée du niveau des océans, qui est une réalité, mais ce n'est pas un côté catastrophique. Il faut le voir d'une façon très pragmatique, en trouvant des solutions sur les 100 ans à venir. Et le génie humain trouvera, je suis persuadé, les jeunes ont assez d'imaginaire et de rêve pour bâtir ce que d'autres ont peut-être, d'autres générations ont plus ou moins sous-estimé. Mais donc je suis très positif dans ce futur qui est en 2040. Émile, en 2040. Merci. Oui, alors moi je suis... En 2040, je serais content si on avait sauvé la démocratie. Ouais. Je suis très inquiet aujourd'hui de voir que c'est en recul partout et que des tas de régimes, d'autocrates en Russie, en Turquie, en Chine, etc., prétendent pouvoir faire mieux que la démocratie et prétendent pouvoir faire mieux, d'autant plus qu'ils sont armés d'intelligence artificielle qui leur permet d'être plus intelligents qu'ils ne pouvaient juste au comité directeur du parti. Et donc, il me semble que l'enjeu, en ce qui nous concerne, nous, cette génération-là, pour pouvoir laisser quelque chose à nos enfants, c'est en particulier cet héritage-là de démocratie qui fonctionne et qui n'est pas remplacé par un autre modèle
qui aujourd'hui est promu par de plus en plus de gens et de plus en plus accepté par les jeunes, ce qui est quand même assez inquiétant, y compris ici. Alors comment on fait ça? Donc je propose quelques pistes dans mon livre. Une sur laquelle on est en train de travailler, peut-être en France, on va voir, c'est ce qu'on appelle la prédictocratie. Donc l'enjeu, c'est de réussir à faire en sorte que le désenchantement avec la démocratie, qui est dû en particulier au fait que les démocraties sont souvent un peu idiotes, c'est-à-dire qu'elles prennent des mauvaises décisions, qui du coup créent la désillusion. Donc la prédictocratie va essayer d'augmenter le QI de la démocratie. Comment on fait ça? Eh bien, on retourne à la maxime d'un monsieur qui s'appelait Émile de Girardin, qui était un génie au XIXe siècle, inventeur de la presse moderne, qui disait « gouverner, c'est prévoir ». Aujourd'hui, on a l'impression que très souvent, les gens gouvernent sans faire des prévisions, ou alors en faisant les prévisions qui les arrangent pour justifier les décisions qu'ils ont envie de prendre de toutes les façons. Donc, là où le bât blesse dans le processus démocratique et dans la gouvernance des nations aujourd'hui, c'est la prévision, l'étude d'impact, on pourrait dire, sur qu'est-ce qui va réellement se passer si on utilise telle ou telle solution pour atteindre notre objectif. Il se trouve que la meilleure façon aujourd'hui de faire des prévisions, c'est de demander à beaucoup de gens de parier les uns contre les autres ou d'agréger leurs prévisions de façon algorithmique pour que la multitude, par son expérience du terrain et la grande diversité qu'elle représente, arrive à faire des prévisions qu'aucune machine ne sait faire et qu'aucun individu seul ne sait faire, en particulier sur des situations complexes, nouvelles, où il n'y a pas de data. Donc, comment améliorer l'intelligence de la démocratie? C'est en faisant parier massivement les citoyens sur les meilleurs moyens d'atteindre nos objectifs. Et ensuite, de donner cette information, ces meilleures prévisions, les plus fiables du monde. Et ça, on a tous les datas pour le montrer, y compris avec les agences de renseignement américaines avec qui on travaille depuis longtemps maintenant sur l'amélioration de la prévision géopolitique grâce à la multitude. On peut informer les décideurs avec ça, et ça a deux vertus principales. La première, c'est d'abord de donner les meilleures prévisions possibles aux décideurs pour qu'ils puissent prendre leurs décisions en conséquence. Et deuxièmement, ça responsabilise les citoyens, ça dépolitise, ça désidéologise le débat politique, puisqu'on force les gens, à travers le pari, à être en empathie avec le réel. Quand on parie, on fait attention. Quand on préfère, quand on vote, quand on like, on ne fait pas attention, on ne réfléchit pas. Quand on parie, on est obligé de réfléchir. Et donc ça force les gens à réfléchir à l'impact réel des décisions politiques qui vont être prises, et ça dédommage les citoyens qui ont parié dans le bon sens quand un politicien prend une décision qui, elle, est allée dans le mauvais sens. Si on a prévu que le politicien allait faire une connerie et qu'il fait une connerie, eh bien on est dédommagé. Aujourd'hui, on n'est pas dédommagé quand nos gouvernants font des bêtises. Là, on pourrait l'être. Et donc ça a deux vertus principales, et je pense que ça pourrait considérablement augmenter, ou en tout cas rajouter quelques points de QI à nos démocraties, et peut-être leur donner une chance face aux nouveaux autocrates. François, l'augure de la fin. On est en 2040, tu t'en rappelles? C'est un mardi. Ouais, c'est un mardi et on célèbre les Jeux Olympiques du développement durable. Ouais. Donc ces Jeux Olympiques ont été créés en 2020, mais en 2024, ils ont pris une ampleur sans équivalente jusque-là, parce que c'était Paris 2024, et donc on a organisé tout un tas de choses qui sont montées en puissance entre 2020 et 2024, et on l'a fait avec l'UNESCO. L'UNESCO, vous savez, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science, la culture, et sa mission, c'est d'œuvrer pour la paix et le développement durable. Et donc, avec l'UNESCO, on donne des prix aux meilleurs jeunes, les plus impliqués sur ces sujets, aux meilleurs éducateurs, aux meilleurs scientifiques et aux meilleurs artistes. Et donc on stimule les imaginaires, on mobilise l'ensemble des populations, et de même que le sport, dans tous les villages, dans tous les quartiers, il y a des clubs de sport, et les enfants, les adultes rêvent plus ou moins d'être un jour médaillés olympiques, eh bien c'est la même chose pour l'engagement.
Donc il y a 17 dimensions des Olympiades du développement durable, il y a 169 cibles, donc il y a énormément de prix possibles, et on a progressivement mobilisé des jeunes qui, dès le plus jeune âge, s'entraînent à coopérer pour, en totale empathie avec les défis de leur environnement et ceux de la planète, identifier des manières de prendre soin d'eux, des autres et de la planète. Et ils font ça dès le plus jeune âge, ils s'améliorent d'année en année, et ils peuvent être le champion du village, ils peuvent être le champion de la région, le champion national, ou éventuellement aspirer à devenir médaillé olympique. Et donc on célèbre ces prix qui sont devenus plus célèbres que le prix Nobel, puisque Greta Thunberg a eu le prix Nobel de la paix pour son combat contre le climat. Mais en fait, ce qui était le plus important, c'est qu'elle a réussi à mobiliser l'intelligence collective de millions de jeunes qui, au lieu simplement d'être en manif le vendredi, ont décidé de mobiliser leur intelligence collective, un peu comme tu le décrivais tout à l'heure, pour ensemble chercher des solutions pour le climat, pour la biodiversité, pour les océans, pour les problèmes d'éducation, de pauvreté et de santé qui existaient de par le monde. Et donc l'humanité a progressé dans sa capacité à collectivement résoudre des défis parce qu'on a créé une dynamique que je qualifierais de coopétition. Donc c'est pas simplement de la compétition, c'est de la coopération et de la compétition, parce qu'à chaque fois que quelqu'un trouve une solution locale, il est invité à la documenter, à la mettre dans une logique d'open source et donc à contribuer à de l'intelligence collective, ce qui fait que des jeunes en Haïti, et Haïti hébergeait, on s'en souvenait depuis 2015, la fondation Lego avait dit que la meilleure école du monde était en Haïti. Et c'était une grande surprise à l'époque parce que tout le monde pensait qu'elle allait être en Californie, à Singapour ou à Helsinki. Et en fait, non, c'était là-bas parce qu'ils apprenaient justement à coopérer et à relever des défis. Et donc cette école est l'une des premières à avoir eu une médaille d'or de l'UNESCO pour ses pédagogies innovantes. Ce modèle a été dupliqué de par le monde et des millions d'enfants ont appris à coopérer et ils ont bénéficié de plateformes équivalentes à Wikipédia ou pour ceux qui connaissent GitHub ou Stack Overflow, qui sont des plateformes coopératives dans lesquelles à chaque fois qu'ils avaient une solution locale, à Haïti, au Sénégal, à Paris ou ailleurs, ils la documentaient, ils la partageaient, ce qui fait que d'autres enfants, d'autres innovateurs pouvaient s'emparer de ça. Et donc on avait progressivement construit une planète apprenante, c'est-à-dire une planète où à chaque fois que quelqu'un apprend et innove, où qu'il soit sur la planète, quelqu'un d'autre peut instantanément apprendre et innover beaucoup plus vite parce qu'on documente et on partage et on a des incitations pour documenter et partager. Et plutôt que d'avoir des diplômes, aujourd'hui, on regarde les contributions que, à tous les âges, on a pu faire sur ces plateformes coopératives, quel impact on a eu sur sa communauté et quel impact on a eu sur la communauté globale à laquelle on appartient tous. Et d'ailleurs, le sentiment d'opposition entre national et global qui pouvait exister quelques années auparavant s'est progressivement estompé parce qu'on a compris on appartient à des collectifs de manière fractale, c'est-à-dire qu'on appartient à un collectif familial, on appartient à un collectif local, on appartient à un collectif régional et progressivement on appartient aussi à un collectif planétaire qui nous inclut et qui inclut l'ensemble des autres espèces. Et donc cette prise de conscience progressive est née parce qu'on a changé le système éducatif et en changeant le système éducatif, en libérant les imaginaires, on a permis d'aller beaucoup plus loin. Et cette planète apprenante, comme tout collectif apprenant, a cherché à s'inspirer d'autres collectifs apprenants. Et donc une planète apprenante, elle devait s'inspirer d'autres planètes. Et on n'est qu'en 2040, pas en 2500, donc on n'avait pas encore la capacité à explorer directement les autres planètes, mais on a entre-temps découvert quelque chose qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière. Et ce qui voyage plus vite que la vitesse de la lumière, c'est l'imagination. Et donc on a invité tous ces jeunes et moins jeunes à se projeter sur d'autres planètes. On leur a tous dit qu'il y avait plus de planètes dans la galaxie qu'il n'y avait d'humains sur Terre. Donc ils avaient tous le droit de choisir une planète et d'imaginer une autre forme d'écosystèmes avec des formes d'intelligence qui pouvaient travailler en harmonie. On a inventé des systèmes où on pouvait forquer ces histoires pour permettre à différentes personnes de s'appuyer sur les histoires des uns pour émanciper et donner des idées aux autres. Et progressivement, on a aussi travaillé dans une logique de l'être persane, interplanétaire, dans lequel ceux qui ont voyagé sur d'autres planètes peuvent revenir sur la nôtre et nous donner des sources d'inspiration pour essayer de penser des chemins alternatifs. Je me rappelle très bien, et de fait c'était un mardi. Merci beaucoup.